Ladies and gentlemen, thank you and welcome. Thank you for attending this first edition of the Paris Peace Forum. I am very honored and privileged to moderate a session with such distinguished speakers. Before we begin, may I ask you to please switch your mobile phone to silent mode if you haven't done so yet. Thank you. Well, the reason we are here today in this room is that the world is changing faster and stronger than ever before in the history of humankind. Sea levels are rising, extreme weather has become the new normal, storms are more violent, heat waves more frequent, and droughts last longer as well. Almost two-thirds of the world's wildlife has been wiped off the planet in just 2 generations due to human activity, which in turn has affected our terrestrial and marine food chains dramatically. In just 7 months, we've consumed all the resources that nature can regenerate within a year, and our debt with the planet keeps growing by the day. The past 4 years, including this one, 2018, are said to be the warmest on record, and 17 of the 18 hottest years since modern record-keeping began have occurred since 2001. There's no point in denying global warming. It is happening right before our eyes. So why is it so that so many countries are not on track to meet the greenhouse gas reduction targets that they set for themselves here 3 years ago under the Paris Agreement? Is it because we lack a legally binding international instrument to enforce the principles that guide environmental action? Is it because there is no global environmental governance per se, or because of existing gaps in environmental law, or even because international institutions and environmental law are fragmented, scattered across too many conventions and declarations? Well, for all these reasons, on May 10th of this year, the United Nations General Assembly adopted a resolution paving the way for negotiations on a global pact for the environment. Now, to grasp the importance of this project and its implications, let me begin by introducing our panel to you. Please give a warm round of applause to an environmental activist and geographer from Chad. She was the speaker representing civil society at the signing ceremony of the Paris Agreement, also the coordinator of the Associations for Indigenous Women and Peoples of Chad, and a member of the Executive Committee of the Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, IPAC, and a co-chair of the International Indigenous Peoples Forum on Climate Change, Ms. Hindu Umaru Ibrahim. He's also at the forefront of the fight against climate change. Last May, he hosted a high-profile meeting with Mr. Fabius in Dakar that led to a Dakar call to action for the adoption of a global pact for the environment. The President of the Republic of Senegal, Mr. Macky Sall. He's the president of the Group of Experts for the Pact, president of the French Constitutional Council, UN Environment Patron on Environmental Governance, former president of the COP21, and a leading architect of the Paris Agreement, Mr. Laurent Fabius. Another major actor in the protection of the environment, a country that ambitions to soon become the first carbon-neutral country in the world, a country which was among the first nations to give its full support to France when President Macron launched the Global Pact for the Environment initiative on the sidelines of the 72nd UN General Assembly that was last year. This country is the Republic of Costa Rica. Please welcome its president, Mr. Carlos Alvarado Quesada. They provide direct financing for climate mitigation and adaptation activities. They also help mobilize private sector investment in solutions for the climate. Multilateral development banks are key players in the fight against climate change. He's the Vice President for Policy and Partnerships at the European Bank for Reconstruction and Development, the first financial institution whose constituent charter includes a clear operational mandate on environmental protection. Please welcome Mr. Pierre Heilbronn. And before we start this discussion formally, I will hand over to Mr. Fabius. President Fabius, please tell us, why is it the right time for a global pact for the environment? Merci, je parlerai français. Enfin, je vais essayer. D'abord, je veux dire mon plaisir, mon sentiment d'honneur de me retrouver avec vous tous et entouré de telles personnalités. Je les remercie et je suis heureux d'intervenir dans ce cadre.
Notre débat sur le pacte mondial pour l'environnement, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle en français, Global Pact for the Environment, intervient dans le forum sur la paix. Et les choses sont liées, car lorsqu'on réfléchit, on constate très vite que les questions d'environnement, que ce soit le climat, la biodiversité, les pollutions, deviennent très vite des questions de sécurité, de paix ou de guerre, puisque si la température augmente, ça a des conséquences sur les ressources en eau, sur les ressources évidemment alimentaires, sur les migrations, et très vite ça devient des questions de paix ou de guerre. Donc je trouve que cette question-là a parfaitement sa place ici, dans ce forum pour la paix. Alors, ce pacte mondial pour l'environnement, on reviendra peut-être sur l'état de la discussion au plan international, mais je voudrais en quelques mots dire pourquoi aujourd'hui ça paraît particulièrement nécessaire. C'est une vieille idée, mais qui jusqu'à présent n'avait pas eu de traduction politique. C'est une idée qui a été développée par les juristes, mais ça n'allait pas au-delà. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que les questions environnementales sont tellement importantes et tellement urgentes qu'il faut utiliser tous les outils possibles pour y faire face. Les outils politiques, les outils économiques, les outils financiers, les outils technologiques, les outils scientifiques, et aussi les outils du droit, la loi. Or, dans ce domaine, il y a bien sûr un certain nombre d'accords sectoriels, il y en a même beaucoup, à peu près 500, mais il n'existe pas de texte ombrelle qui encadre les droits et les devoirs à la fois des individus, des sociétés, des États, dans le domaine de l'environnement, pas seulement dans le domaine du climat, dans tous les domaines qui concernent l'environnement. Et ce pacte mondial, c'est le projet d'inclure dans un traité international, qui ne sera pas très long, une vingtaine ou une trentaine d'articles, les droits et les devoirs de chacun de ces acteurs, en reprenant des déclarations qui existent déjà. On connaît la déclaration de Rio, la déclaration de Stockholm, il y a toute une série de déclarations, mais qui, pour le moment, n'ont pas de force légale. No legal value. Et il s'agit donc de donner à ces éléments une force légale pour que le bénéfice soit pour qui? D'abord pour les citoyens qui, du coup, verront leurs droits en matière d'environnement protégés, pour les compagnies, les sociétés qui, du coup, auront une égalisation de leurs conditions de concurrence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une institution comme la Chambre de commerce internationale soutient l'idée de ce pacte, et pour les États qui sauront à quoi s'en tenir sur leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la société. Et c'est particulièrement nécessaire aujourd'hui à cause de la détérioration de l'environnement sur lequel s'est exprimé avec beaucoup de force notre ami Antonio Gutiérrez hier, qui a fait allusion d'ailleurs à ce pacte global en disant qu'il était nécessaire d'avoir une codification de ce qui existe, mais en lui donnant une force légale. Et au fond, et je terminerai par là, cette courte introduction, en 1966, il y a eu deux grands pactes que vous connaissez, l'un sur les droits civils et politiques au niveau mondial et l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. Eh bien, il s'agit de faire à peu près la même chose en matière d'environnement. Nous sommes 50 ans plus tard. L'environnement est une question absolument décisive, non pas comme on le dit parfois pour la planète, parce que la planète continuera d'exister, mais pour l'humanité. Ce n'est pas une question pour dans 50 ans, c'est une question pour aujourd'hui. Et donc, nous pensons qu'en mettant au point et en adoptant ce traité international, ce pacte mondial sur l'environnement, nous permettrons que pour les individus, pour les sociétés, pour les États, l'environnement soit valorisé et mieux protégé. Alors, la France est un des pays qui a pris l'initiative, mais je précise tout de suite que désormais, ça doit être une initiative mondiale. Et je suis très heureux qu'en particulier les deux présidents du Sénégal et du Costa Rica soient présents ici. Le président Macky Sall, parce que je me rappelle combien il nous a aidés pour la COP 21, et il est toujours
au premier rang lorsqu'il s'agit de prendre des initiatives en matière d'environnement, et le nouveau président du Costa Rica, dont je connais les convictions en faveur de l'environnement et qui est à la tête d'un État qui est absolument exemplaire. Avec mon ami Hindou, qui est une activiste dans le bon sens du terme, qui travaille magnifiquement pour les populations dans ce sens, et avec l'appui, sans lequel rien n'est possible, de nos amis financiers, qui, je l'espère, seront à nos côtés, pour un traité qui n'a pas vocation à intervenir dans 30 ans, mais qui doit intervenir vraiment dans les années qui viennent. On parle de 2020, au maximum 2021, parce qu'il faut mettre les instruments du droit à disposition de l'ensemble des citoyens du monde. Thank you, President. We'll talk about the timetable a little later. Ms. Hindou Umaru Ibrahim, according to the most recent surveys of climate vulnerability, Chad was rated as the most vulnerable country. Climate change is already a reality in your country. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord vous proposer une chose. Si on divisait les temps de parole, 50% pour les hommes, 50% pour les femmes, pour ces panels. Ok, je vais être sérieuse maintenant. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici dans ces panels. Comme vous l'avez dit, les impacts du changement climatique, laissez-moi vous dire comment on les vit chez nous. Je viens du Tchad, c'est pays du Sahel, qui a des limitrophes qui ne sont pas favorables au climat. Mais je viens d'une communauté aussi qui dépend entièrement de la nature, de ses ressources naturelles. Les communautés Pelmbororo, qui ont des bétails, qui se déplacent toujours d'un endroit à un autre à la recherche de l'eau et du pâturage. Donc notre vie et survie dépend de l'environnement et de ce qu'elle produit. Et du coup, avec les impacts du changement climatique, ces 2 dernières décennies, nous sommes en train d'expérimenter non seulement l'environnement, mais aussi les chamboulements de notre vie socio- et économique. Sur l'environnement, nous avons les saisons sèches qui sont de plus en plus chaudes, avec plus de 50 degrés Celsius à l'ombre. Imaginez-vous. Comment on peut juste sortir sous ces soleils, mais on est obligé de le faire chaque jour avec nos bétails. Quand on parle de 1,5 degrés, moi ça me fait rire, mais ça me rend aussi triste. Parce que si on prend la trajectoire de 1901 jusqu'à maintenant au Tchad, on a déjà à peu près les 1,5 degrés de plus. Comment acceptons-nous 1 degré de plus? Ça va faire pour nous 55. On n'aura pas besoin d'allumer le feu pour préparer à manger, mais on va le mettre sur le soleil si on n'est pas cuit nous-mêmes. Mais les saisons de pluie, qui sont les plus importantes pour nous, plus productives pour notre survie, sont devenues de plus en plus rares, avec des pluies irrégulières. Soit des inondations, soit des sécheresses, ce qui ne permet pas à la végétation de pousser normalement. Et c'est normal quand on parle de l'insécurité alimentaire dans le Sahel, ça ne finit jamais. Pour nous, on les vit parce que les pluies ne sont pas favorables, il n'y a pas de terres fertiles qui continuent pour les communautés. Mais tout ça, ça les impacte sur la vie sociale de nos communautés. Je vais vous donner l'exemple autour du lac Tchad, où pendant la saison sèche, on pâture, et pendant la saison de pluie, on s'éloigne du lac. Mais on marche toujours 1 jour, 2 jours. Et pendant notre parcours, les bousses des vaches fertilisent les terres. Le temps qu'on revient, ces terres fertiles sont utilisées par un cultivateur. Et à notre retour, absolument, c'est un conflit, parce qu'il n'y a pas un autre chemin pour accéder à l'eau. Et ces conflits finissent par des tragédies, par des morts d'hommes. C'est comme le président Fabrice l'a bien dit, les changements climatiques, ça conduit à l'insécurité, mais à des conflits. Donc pour nous, nous avons les conflits intercommunautaires.
entre cultivateurs, éleveurs et pêcheurs. Les eaux du lac Tchad, je crois que vous en connaissez déjà, sont réduits à 90%. C'était juste quand ma mère était jeune. Et à mon âge maintenant, on a à peu près 1500 à 2000 km². Donc il y a plus de 40 millions de gens vivant et dépendants de ces ressources naturelles. C'est normal que les conflits ne finissent pas dans le Sahel, parce qu'il y a une opportunité pour que ces conflits continuent. L'endroit est très vulnérable pour les gens. Et pour nous, l'homme, en tant que masculin, est le responsable de sa famille. S'il n'arrive pas à nourrir sa famille, sa dignité est mise en jeu. Et cette dignité, elle est très importante pour nous tous. Personne ne joue avec. Et c'est ce qui fait qu'ils sont obligés d'adopter deux choses. Soit de rejoindre le groupe qui sont malsains, c'est des terroristes, dont ça ne finit pas autour du Sahel, soit ils sont des migrants, nationaux ou internationaux. On a vu les interviews à la télé, ils disent qu'on préfère mourir dans l'océan pour arriver à notre point que de repartir. C'est à cause de leur dignité. Donc les impacts sont nombreux, monsieur le modérateur, mais je m'en arrête là pour le moment. Can you please tell us what you expect from a global pact for the environment? What will it change for you? Tout d'abord, j'aimerais vraiment saluer ce pacte mondial de l'environnement. Pourquoi? Parce que ça répond à ce que les peuples autochtones vivent et ont vécu pendant des années. C'est un pacte qui parle de l'environnement, de l'homme et des droits humains. On n'a jamais divisé les droits de la nature et les droits humains. Pour nous, la nature est notre supermarché. Mais pour nous aussi, la nature est notre survie. Et ce pacte le dit clairement. Comment on peut protéger notre environnement durablement, mais en protégeant aussi les peuples qui en dépendent. Mais quand on dit les peuples qui en dépendent, on a tendance à dire ceux qui sont impactés sont dans les milieux ruraux. Oui, bien sûr, on est dans les milieux ruraux. Mais on protège plus que les milieux ruraux. Et ça s'est dit dans ces pactes. Alors, chez nous, dans le Sahel, on a 80% des populations qui dépendent de l'agriculture, l'élevage et de la pêche. Mais aussi, c'est 80% de l'économie de tous ces Sahels. Alors, si on protège ces personnes et on protège cet environnement, ça veut dire qu'on a ces développements durables qui se retrouvent dans un article dans ces pactes aussi, encore. Mais pour nous, c'est protéger les connaissances et savoirs traditionnels des peuples autochtones, c'est protéger les droits à la terre, aux ressources naturelles, mais aussi la responsabilité des dirigeants. Je suis aussi très heureuse d'être avec des dirigeants des pays, des États qui sont champions sur l'environnement, changement climatique. Mais nous savons tous, ce n'est pas un chef d'État ou ce n'est pas un fonctionnaire qui attend la fin du mois pour gagner le salaire qui va résoudre ces problèmes environnementaux. C'est à la population qui est impactée, qui en dépend, qui est dans ce monde rural. Et c'est à eux de les résoudre. Donc, c'est de travailler ensemble avec eux. Et ça aussi, c'est dit comment le faire dans ces pactes. Donc, pour moi, les pactes répondent aux besoins que nous avons, l'urgence de résoudre ces problèmes environnementaux, mais sauf si on les prend sérieusement pour qu'ils soient contraignants dans le travail de tous les jours. Thank you, Ms. Ibrahim. President Alvarado Quesada, how do you take into account this wake-up call that we've just heard in your policies, the policies that you pursue for your own countries, and the ambitious targets that you've set for your own economies to decarbonize the economy by the next decade? Well, thank you, and thank you all for being here and the members of this distinguished panel. When we talk about the pact, which we support diligently and we believe in, I think there are several levels in which we have to act.
One has to do with the international sphere, United Nations sphere, but also I think we need to mix that with inspiring people. For me, this needs to be close to people. It needs to be in their daily experience, just as the example you have shared. Recently, I was talking with Prime Minister of Nepal, and he mentioned his preoccupations on climate change. Why? Because it's affecting everyday life for the people on the mountains because of the impact on the snow and the quality of water. And that was a really focused preoccupation. When we go to our coasts, many scientists, but also the fishermen, are preoccupied. Why? Because the change in the temperature of the water is going to change the behavior of the species. So this needs to call us on action. One thing that I've seen recently is that politics is seen by people something very distant, far away, cold, of people in suits doing what they see us doing. But they do not relate that directly with their daily life experience. But for instance, when we in Costa Rica start talking about decarbonization, to build a 100% electric train, to have tax relief on electric vehicles, people start feeling it to be part of a movement, to be part of something. And I think the goal to support this kind of instruments is go way beyond of us which are really enthusiastic about it. Start touching populations so they also start moving closer to their governments, telling them, well, we want to go this way, we want to go that way in this kind of topics, especially now, in which there are so many doubts from many governments in advancing in the implementation, for example, with the Paris Agreement. To synthesize, I think we need to inspire people with concrete examples, with concrete things that matter to them, and then drive that power of inspiration, of purpose, to politics. Let's talk about one concrete example that there was lots of talk about it last year when Costa Rica got a record 300 days. It ran a record 300 days solely on renewable energy. For its electricity. How do you manage to do this? Well, I think it's for us. It's been a matter also of purpose. Let me just give an example. This year, we're going to be 70 years that Costa Rica abolished the army. And that gave us purpose and matters of peace. Then we started building an electric matrix base solely on renewable energies. And that was a process of decades, which now we can say that we have almost 100%. This year is going to be 100% of our electricity built upon renewable, clean sources. When we but that's also legacy from decisions from the past. Then in the 80s, we saw that we had decreased forest coverage to 20%. So then we started all a process, and now we can say we have a forest coverage of 50%. And that has those examples. First, for us mean that yes, it's possible. Things can change. You can lead by example. But for my generation, it means that we have to remain faithful to that legacy and to that tradition. So the goal we have set for our generation is the decarbonization of the economy. That's even going further from carbon neutral. When we were thinking about carbon neutrality, we were thinking of compensation of emissions. With decarbonization, we're thinking of separating the curves of growth and of consumption of fossil fuels. And during my period of government, our goal is to detach those two. So growth can keep, but we started to the decline of use of fossil fuels.
What's the message behind that? The message is that you can have a healthy economy based on sustainable energy, ecotourism, health environment, not depending on fossil fuels. But that might sound a bit or scientific or econometric, but also when explained to people, give lots of inspiration, especially to young people. They want to get involved and they want to fight for it. And also when you link this cause, for example, with the pact, people say, hey, it makes sense. For example, in the 90s, in our constitution, we put an article, constitutional article, that made the right for a healthy environment. And at the time, that was said like to be something abstract, to be something not close to people. But now, when people see environmental problems, they rapidly go to the court and say, this is something threatening my right. Or when you think about it from the point of view of a child. So that's, we believe inspiring with those examples is the way to go. And we'll discuss this provision in a few minutes. Thank you, President. President Sall, please tell us how Senegal is affected by global warming through its agriculture, water resources, through coastal erosion, and what led you to be at the forefront of this Dakar call to action for the adoption of a global pact for the environment? Why this rallying cry? Je vous remercie. Permettez-moi avant tout de féliciter M. Laurent Fabius, président Fabius, ainsi que le groupe des experts qui travaillent sans relâche pour l'adoption de ce pacte mondial pour l'environnement, qui n'est pas seulement une nécessité pour l'humanité, mais un impératif quand on est conscient des conséquences irréversibles du réchauffement climatique. Nous avons en commun notre planète et les conséquences ignorent les frontières. Lorsqu'il y a une fonte de glace au nord, il ne faut pas croire que les pays, non seulement les îles, sont toutes concernées, qu'elles soient du Pacifique, de l'Atlantique ou de n'importe quel autre coin du monde, mais également les cycles de sécheresse dans le Sahel, dans les déserts du Sahara, de Kalahari, affectent également l'humanité. Mais il faut avoir conscience de tout cela. Et il faut que les États, évidemment, ils ne sont pas seuls, mais sans les États non plus, je ne crois pas que l'action soit efficace, puisque les États sont dépositaires de la responsabilité des peuples. Ils doivent s'engager pleinement, et c'est pourquoi très tôt, le Sénégal a appuyé cette initiative, a reçu d'ailleurs le groupe des experts dans le cadre d'un colloque pour appeler à l'adoption du pacte mondial. Et il faut continuer ce travail de sensibilisation pour que tout le monde comprenne que si nos égoïsmes nationaux se poursuivent, évidemment, nous allons tous vers la perte. Puisque non seulement l'humanité s'accroît à un rythme exponentiel du point de vue de l'augmentation de la population, de l'usage des terres qui se diversifient, et nous voyons un peu la raréfaction de l'eau douce, nous voyons également les changements climatiques, combien ils affectent au quotidien toute l'activité humaine. De sorte que, de plus en plus, on a du mal à faire de la prévision. Si je prends le cas de mon pays, qui a 700 km de côtes, et les côtes sont donc les lieux de prédilection des populations riveraines, qui sont des populations qui vivent de pêche en général, mais nous ne pouvons plus de pêche, mais aussi le tourisme balnéaire se développer autour de ces côtes. Aujourd'hui, nous avons perdu l'essentiel des plages au Sénégal. Nous en sommes réduits à une lutte acharnée pour remettre par des dispositifs d'appui, on peut reconstituer les plages pour que l'activité touristique balnéaire ne puisse pas disparaître. Plusieurs populations ont été obligées de quitter les côtes puisque la mer avance non pas par centimètres, par quelques centimètres, mais par dizaines de mètres par an. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Quand vous allez à Saint-Louis, sur la langue de Barbarie, nous avons déjà déplacé plusieurs populations parce que tout simplement le flot des vagues,
la puissance de la dégradation est telle qu'il faut de véritables solutions structurelles. Et autant nous pouvons faire du curatif, mais autant c'est par la prévention, par l'action globale que nous pourrons réduire les effets des changements climatiques. Aujourd'hui, si je prends un exemple, j'ai été très sensible par le message de Hindou, je félicite au passage, vraiment le message des populations qui vivent de l'agriculture traditionnelle, mais aussi de l'élevage extensif, avec une amplitude de transhumance. Dans de telles circonstances, lorsque les environnements sont affectés, mais ce sont des milliers de populations qui sont laissées à elles-mêmes. Et même pour les populations qui s'adonnent à l'agriculture aujourd'hui, la prédictivité est devenue impossible. D'une année à l'autre, on a un changement radical. C'est-à-dire, cette année, c'est une sécheresse, l'année prochaine, c'est des inondations. Alors, voilà comment maintenant nous essayons de travailler, de sorte que les pouvoirs publics, dans une même campagne agricole, sont obligés, pour la même campagne agricole, sur une période de 3 à 4 mois, d'avoir une stratégie donnée et de prévoir également l'adaptation pour ce qui va se passer au cours de la présente campagne. C'est dire que les conséquences sont nombreuses et très graves sur l'avenir de l'humanité et l'avenir de la planète Terre. Donc, nous n'avons pas le choix. Il faut continuer le plaidoyer auprès de ceux qui sont réticents ou de ceux qui ne prennent pas très au sérieux la gravité de la situation pour arriver à ce pacte, comme l'a dit Laurent Fabius. En réalité, tout est dans différents textes juridiques. Il s'agit de les agréger et d'en faire un seul et même pacte qui soit clair, mais qui définisse également les conditions, les contraintes. Le principe du pollueur-payeur, je ne peux pas ne pas en parler, puisque l'Afrique, je suis un peu représentant de l'Afrique, et donc avec ma sœur, nous sommes les moins pollueurs. Jusqu'en 2040, l'Afrique à peine atteindra les 4% de contribution dans les émanations de CO2. Et pourtant, nous sommes les plus gros, nous subissons les plus grosses conséquences des changements climatiques. Donc il y a une injustice. Parce que l'Afrique a connu un retard dans son développement, on a dit qu'il faut qu'on mette un fonds vert. Le principe du pollueur-payeur suppose que les pays industrialisés abondent dans le fonds vert de façon convenable, mais ils ne le font pas. Il y a quelques pays qui ont juste commencé et l'accès à ces fonds est tellement difficile que finalement, je ne dirais pas que c'est un leurre, mais c'est une perte de temps. En vérité, nos pays n'attendent pas le fonds vert pour avancer. Et quand vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, je prends le cas du Sénégal, en 2 ans, quand j'ai fait l'option vraiment irréversible de prendre du solaire dans le cadre d'un mix énergétique global, en 2 ans, nous avons mis près de 200 mégawatts de solaire. Donc ce sont ces initiatives qu'il faut, que le Fonds vert devrait appuyer au lieu d'être dans des projets mondiaux qui ne verront jamais le jour et dans des contraintes, mais appuyer les initiatives locales, appuyer les projets qui sont en développement dans le cadre des différents pays. Alors, donc, c'est encore un plaidoyer. Il faut que les pollueurs payent plus à travers ce fonds vert et que les mécanismes soient plus souples et plus adaptés pour permettre à l'humanité d'aller plus vite. Sinon, ce qui va se passer, les pays qui ont une soif de développement et une obligation de développement, puisqu'il y a la pression de leur peuple, passeront par les méthodes les plus simples, comme tout le monde a fait, à retourner vers le charbon ou vers les énergies fossiles. Ce n'est pas souhaitable. C'est-à-dire que si l'Afrique, avec 1 milliard de population, se mettait aujourd'hui de façon résolue dans une course vers le charbon, vous imaginez les conséquences pour tout le monde. Donc, il faut qu'on aide ces différents pays dans la transition énergétique, qu'on les aide également à accéder à ces ressources propres. Pour ce qui nous concerne, nous sommes à peu près à 30% d'énergie propre, mais avec des perspectives du gaz, dans 2 ans, 2 ans et demi, je pense que nous pourrons non pas être à 100% comme le Costa Rica, qui est un exemple assez unique, mais nous ne serons pas loin de cela. With the release of Darius, yeah. With the release of Darius' 2020 strategy, we have seen a clear path to climate neutrality. But
With the release of dire surveys recently, do you feel that this sense of urgency is now being widely shared across the globe and among other heads of states that you've met here in Paris? Oui, je crois que les gens comprennent cette urgence. Maintenant, il reste qu'ils l'acceptent ou ne l'acceptent pas, pour des raisons objectives ou subjectives. Il y a des pays qui font le pari sur le tout économique, le tout capitalistique. Mais ils n'ignorent pas, ils ne peuvent pas ignorer les conséquences. Tout le monde le vit au quotidien, dans tous les pays de la planète. Donc, c'est une question finalement de conscience et de responsabilité. Mais ceux qui ne veulent pas avancer ne doivent pas bloquer ceux qui ont l'intention d'avancer. Parce que la vie, c'est toujours des pionniers qui ont mené les grands combats. Comme le disait un peu Molière, plus le défi est grand, plus l'obstacle est grand, disait-il, pour surmonter la montagne, plus la gloire sera grande par rapport à l'effet et au fait de surmonter cette montagne. Donc, le travail des experts que je salue, de la société civile, de quelques pays qui sont pour l'instant convaincus, doit se poursuivre de façon à amener tous les autres à prendre le train en marche. Et le monde a toujours fonctionné ainsi. Donc je reste optimiste quand même malgré tout. Let's now look at this issue from the perspective of the financial and private sector. Why is environmental protection at the core of the European Bank for Reconstruction and Development's activity? How is the EBRD specifically committed to environmental protection and restoration? Thank you very much, and thank you by starting thanking obviously all the distinguished panelists and for this very important subject we are covering now. President Macky Sall mentioned pioneers, and I think EBRD was the result of quite an audacious idea at that time, very much pushed by President Mitterrand and Chancellor Kohl, thinking that bottom-up approaches were sometimes more powerful in transforming economic systems than going from the top and trying to make actors, be there in the private sector or at the municipal level, change their behavior. And that idea is very much something which we see today as one of the most important elements, which is enshrined in one of the draft article of the pact, which also opens to the responsibility of the different segments of the society beyond, obviously, states. What do we see in our region? We are covering quite different countries, now 38 countries, starting from the ex-Soviet republics to the southern Mediterranean countries in North Africa. We see great diversity, obviously, of situations. We have, in some countries, a huge legacy in terms of countries which have had a very polluting industrial activities 20 years ago, 30 years ago, and which have to tackle with this legacy. We have countries which are sometimes very rich in natural resources, and to have they have to have the right incentive also to use these natural resources in a responsible way. And we have also countries where we see that private sector can play a major role in transforming these economies. And it leads probably to rethink how we develop also the support and the legal framework to tackle these challenges. Private companies need visibility. President Fabius mentioned also level playing field. It's a fundamental concept for global companies to develop their activities in the right legal certainty, which is extremely important in an open competition. This is a very important element. So that's mainly the experience we have from the private sector. The experience we have also from engaging from the start at local and municipal sector is that you have an extraordinary vitality
and responsibility of mayors of big cities, small cities, and probably this coalition of willing, which we work very much, for example, with the Global Covenant of Mayors, co-headed by the European Commission, but also Mike Bloomberg, are really a framework which can be put in resonance with an instrument like the Global Pact for the Environment. The role of non-state actors and subnational entities is mentioned in the Article 14th of the preliminary draft of the group of experts. These parties shall take the necessary measures to encourage the implementation of this pact by non-state actors and subnational entities, including civil society, economic actors, cities and regions, taking into account their vital role in the protection of the environment. The European Bank for Reconstruction of Development has already taken this into consideration a very long time ago in its charter. Yes, environmental sustainability was put in the treaty founding EBRD from the outset, and that's why probably also we have some experience in the past which led to development of a business model, and this explains probably that despite the characteristics of and the features of our countries of operation, EBRD is the multilateral development banks with the share of green projects, which is the highest across all the multilateral development banks. So it's not, obviously we've taken our responsibility, but it's also building the skill, the knowledge to mobilize private sector, to be able to also have holistic approaches, for example, to develop green cities, where you combine rules, but you also combine financing based on also deployment of technical assistance. Thank you, Mr. Heilbronn. President Fabius, now what seems a reasonable timetable for the adoption of the pact? You talked about 2020 or 2021. Alors, je vais être assez précis sur cette question de la procédure. Il y a eu un premier vote qui est intervenu aux Nations Unies au mois de mai pour définir la procédure. Ce vote a été favorable puisque il y a eu plus de 140 voix pour et 5 voix contre. Ces votes sont publics, donc je peux donner la liste des voix contre, qui d'ailleurs n'évoque pas une grande surprise: les États-Unis, la Syrie, la Turquie, les Philippines et la Russie. Les autres, en général, ont été pour. Qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé qu'un groupe d'experts présenterait une proposition de rapport au secrétaire général des Nations Unies sur quels sont les trous, gaps, dans les règles existantes et un certain nombre de suggestions. Et d'ici quelques jours, Antonio Guterres, sur la base des propositions des experts, publiera un rapport qui fera l'état des accords sectoriels et des trous qui existent, qui sont assez nombreux, et dira, je le pense, qu'il faut avancer vers un instrument mondial pour essayer d'harmoniser tout cela. Ça va intervenir d'ici quelques jours. Et à partir du mois de janvier, se tiendront 3 séries de réunions à Nairobi, puisque c'est le siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, où on discutera ce rapport. Il y aura une session au mois de janvier, une session au mois de mars et une session au mois de mai. Et à partir de là, les pays, dans le cadre de l'ONU, puisqu'il s'agit de préparer un traité international, décideront si oui ou non on entre dans une négociation pour bâtir un traité international, puisque c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que la réponse sera positive. Nous serons donc à la moitié de 2019 et bien sûr il y a des discussions difficiles parce qu'il faut à la fois, comme l'ont dit mes collègues et amis, prendre en compte la réalité des soucis de la population et en même temps les préoccupations des États et les préoccupations des entreprises. Il ne s'agit pas de faire un texte pour se faire plaisir, il s'agit de faire un texte pour avancer, pour être concret et pour que le paysan du Tchad ou du Sénégal, l'artisan chez vous ou également dans les pays européens
puisse se dire, avec ce texte, l'environnement avance, il est mieux protégé. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, dans la deuxième partie de 2019, il devrait y avoir, nous l'espérons, la traduction de ces négociations, aboutissant à une conférence internationale qui pourra adopter ce pacte, parce que c'est en 2020, au maximum en 2021. Mais autant il faut travailler sérieusement sur le contenu du pacte, autant il n'y a pas de raison que ça dure des années et des années. Et donc il faudra faire attention à cela. Ça, c'est le travail international. Mais parallèlement, et je remercie mes collègues de l'avoir souligné, il faut qu'il y ait une action dans les populations et une action, puisque c'est ainsi que le monde maintenant avance, avec un certain nombre de personnes connues qui apportent leur soutien au pacte en expliquant pourquoi, d'un point de vue très concret, c'est une nécessité. Voilà le calendrier. J'ajoute que ça ne concerne pas seulement le climat. Nous sommes très sensibles à l'aspect climatique parce qu'il est très important, parce qu'il y a eu la COP de Paris et parce qu'en ce moment, les perspectives sont extrêmement critiques. Mais l'un des traits de l'environnement, et je pense que nous serons tous d'accord là-dessus, c'est que c'est vraiment que les différents chapitres de l'environnement communiquent tous entre eux. C'est d'ailleurs, l'environnement, c'est l'incarnation, embodiment, de la nécessité de l'action multilatérale. D'abord parce que les problèmes environnementaux, ça ne s'arrête pas aux frontières, par définition. Et en plus parce que toutes les questions environnementales communiquent entre elles. S'il y a, comme aujourd'hui, une dégradation du climat, ça entraîne une dégradation de la biodiversité. Et la dégradation de la biodiversité entraîne une dégradation du climat. Et ces deux dégradations entraînent des pollutions supplémentaires, des migrations supplémentaires et des conflits supplémentaires. Et c'est une raison supplémentaire pour laquelle il faut un Global Pact. Parce que, bien sûr, il faut faire attention à chaque secteur, mais il faut aussi avoir une vision d'ensemble. Sinon, on passe à côté du problème et on résout un aspect, mais en même temps, on en crée un autre. President Fabius, just one more question. This pact, This pact states new principles that lots of people here in the room already know, but that will be new on a global basis, most especially if they become binding. The duties of prevention, precautionary principles, the polluter pays principle, the recognition of the role of civil society, the right of access to environmental justice. How do you make sure that this discussion does not remain confined to legal and academic circles, but that the people get really involved in it? Ça dépend de nous. Évidemment, si ça reste dans un cercle d'experts, ce sera difficile parce que les experts, dont paraît-il je suis, ont la caractéristique souvent de ne pas se mettre d'accord. Et de temps en temps, nous avons des miracles, comme l'accord de Paris. Mais le propre d'un miracle, si je comprends bien le vocabulaire, c'est de ne pas se renouveler. Donc, il faut faire attention. Les experts doivent faire leur travail. Et si on m'a demandé de chapeauter ce travail, c'est parce que le travail de Paris n'avait été pas trop mal fait. Mais il faut que ça descende dans la population. Et il faut que nous expliquions et que la population elle-même et les dirigeants politiques expliquent à quel point ce va-et-vient entre l'expertise, les juristes, les problèmes de la population, la traduction économique, la traduction financière, ça va ensemble. Et puis aussi, maintenant, je ne suis plus dans le monde politique, mais les citoyens ont le bulletin de vote. Ça existe, en tout cas dans beaucoup de pays, heureusement. Et la question de l'environnement est devenue si importante que c'est un enjeu par rapport auquel il faut que les populations se déterminent. Donc, ne confinons pas ça dans un cercle d'experts, les experts sont utiles, mais il faut que ça devienne une préoccupation de tout le monde. Écoutez, regardons les choses d'une manière simple. Comment se fait-il que en 2018, alors que tout le monde, mis à part ceux que Antonio Guterres appelait les somnambules, sait que la question de l'environnement et du climat détermine l'avenir de l'humanité, comment se fait-il qu'il n'existe pas des principes acceptés par tous pour lutter contre les dégradations de l'environnement?
Et il s'agit de répondre à cette question d'une façon forte et en même temps réaliste, parce que, je répète, il ne s'agit pas de faire un texte pour se faire plaisir, il s'agit d'adopter un dispositif, un instrument international qui permette à l'environnement d'être mieux protégé et valorisé. Thank you very much. Thank you very much, President Fabius. We'll now take a few questions from the audience. Vous venez de mentionner effectivement que on est dans un monde où maintenant on peut les appeler des somnambules, ceux qui n'acceptent pas le fait que ça devient une nécessité d'agir pour le climat. Et pourtant, on a quand même eu 5 votes contre aux Nations Unies en mai. Comment on fait pour convaincre les 5 somnambules, du coup, pour l'instant? Merci. À qui s'adresse votre question, s'il vous plaît? Peu importe qui souhaite répondre? Les somnambules, qui est l'expression utilisée par Antonio Gutiérrez hier dans son discours, c'est la version optimiste. Parce que les somnambules ne se rendent pas compte ni qu'ils marchent, ni ce qu'ils font pendant qu'ils marchent. Tandis que dans les cas précis, je crois quand même que les somnambules auxquels on pense se rendent quand même un petit peu compte des choses. Bon, laissons ça de côté. Il s'agit bien sûr de rechercher le consensus le plus large, évidemment. Mais en même temps, nous ne sommes pas tenus par les mêmes règles que les COP. Dans la définition des COP, ONU, et notamment UNFCCC, l'unanimité est nécessaire. Et je me rappelle fort bien que dans la COP de Paris, en 2015, on m'avait expliqué, j'avais compris, et notamment Cristina Figueres, qui à l'époque était la secrétaire générale, que si un seul pays, fût-il le plus petit, au moment où je présentais le texte, avait levé la main en disant non, c'était terminé. Et là, ce n'est pas l'unanimité, c'est la recherche d'un accord. Bon, en même temps, on connaît l'histoire. Il y a des pays qui, quelle que soit leur administration, n'ont jamais accepté de dispositions internationales. Chacun reconnaîtra ce dont il s'agit. Hein, que ce soit, enfin, dans tous les domaines, même avec les administrations les plus progressistes. Bon, il y en a d'autres qui agissent ainsi pour d'autres raisons. Et puis, bon, il faut être optimiste. Il y en a d'autres peut-être qui prennent ces positions parce qu'ils n'ont pas mesuré exactement de quoi il s'agissait. Donc on a un travail de conviction à faire, mais la recherche de l'accord le plus large ne doit pas éliminer la nécessité d'aboutir, la volonté d'aboutir et le courage. Car si on s'arrêtait parce qu'un pays ou 5 pays étaient contre, c'est l'ensemble du reste de l'humanité, y compris d'ailleurs les populations de ces 5 pays, qu'on pénaliserait. Donc l'état d'esprit doit être, essayons de convaincre le plus possible par la discussion, nous croyons à la raison, mais en même temps, ne soyons pas paralysés par le fait que tel ou tel pays, en tout cas ses gouvernants, n'auraient pas ressenti l'importance de ce problème. This is one of our panelists wants to answer the question as well, how to overcome widespread political resistance. Just quickly, moi je crois qu'en tant que représentant de la société civile, je dirais que la stratégie aussi, c'est de faire la pression par la population. On connaît tous les impacts du changement climatique et on connaît ces pays, c'est pas une surprise. Bon, je suis surprise par les Philippines parce qu'ils sont aussi plus impactés, mais pour les autres, pas vraiment. On a la population qui est là, on a eu la marche pour l'environnement à New York, mais ça s'est répliqué partout dans le monde. Et si on croit que ce pacte est important pour l'humanité, pour nous, c'est à nous d'agir.
Donc, on ne va pas laisser les une ou deux personnes qui vont s'asseoir dans la salle de l'ONU, qui vont dire « mon pays a dit non », pour leur dire que votre pays, ce n'est pas vous seul. Votre pays, c'est des millions de gens qui sont derrière. Et s'ils sont là, dehors, devant la porte, pour dire « on représente ces pays et on est d'accord avec ces pactes », vous devrez l'accepter parce que c'est notre vie, c'est notre survie, c'est notre avenir. Je crois qu'ils n'auront pas d'autre choix que de l'accepter. Et pour moi, c'est une urgence. On n'a pas le temps d'attendre. Et si on n'a pas le temps d'attendre, je suis du Tchad, mais je vais combattre ces 5 pays. Vous êtes de la France, vous êtes de n'importe quel pays. On va combattre les idées de ces pays, mais on va aussi les convaincre par des raisonnements pour leur dire voilà ce qui se passe et voilà ce que ces pactes vont résoudre pour nous et on en a besoin. Et faites-nous confiance. Sir. Je m'appelle Ibrahim El Ali et je travaille beaucoup sur des questions d'environnement et de développement en Afrique. Bon, je voudrais commencer rapidement par féliciter le président Macky Sall pour son engagement sur la question environnementale, tant sur les projets d'aires marines protégées, sur le reboisement des mangroves, sur la marche verte. Il y a plein de projets et sur sa mobilisation sur la question du littoral où il est très engagé. Mais je veux revenir sur le pacte environnemental mondial où j'avais assisté justement à son lancement à la Sorbonne avec vous, M. Fabius. Et il y a un point qui a soulevé le président, qui est le principe du pollueur-payeur. Et je pense qu'en tout cas, une voix africaine doit ressortir. Vous savez, par exemple, dans les accords de partenariat économique, il y a des systèmes de préférence généralisés pour protéger un peu l'Afrique. Mais ici, ce qu'on a, c'est que les multinationales sont capables d'aller polluer en Afrique sans être vraiment poursuivies. On a eu récemment en France le principe de précaution pour les entreprises qui n'appartient qu'à la France. L'Europe ne l'a pas encore adopté. Mais comment l'Afrique pourrait avoir une architecture juridique pour combattre les multinationales, elle ne l'a pas. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, à l'image de la finance mondiale ou quand vous savez les industries sensibles, il y a un principe d'externalisation des lois. Alors, comment il ne faudrait pas asseoir une forme d'externalisation des lois, quitte à penser à une Cour internationale d'environnement pour protéger également les États africains qui, en réalité, sont très fragiles vis-à-vis des multinationales. On voit dans le bassin du Congo, qui est le poumon du monde, on voit des industries minières également polluer énormément sans être capable de poursuivre, alors que c'est vraiment le réservoir de la biodiversité du monde et de l'oxygène du monde. Donc toute la question, c'est de repenser le pacte environnemental mondial pour que ça bénéficie également aux États africains pour qu'ils soient protégés par rapport à la capacité juridique des multinationales vis-à-vis d'eux et de leur population. Merci. Et je termine pour dire que la bande du Sahel, elle a tous les défis mondiaux, que ce soit l'immigration, le terrorisme, la désertification, et pourtant c'est là où on met le moins de ressources pour sortir de ces problèmes-là. On le voit avec les G5, où on n'a eu que 300 millions d'euros de financement, ce qui est absurde vis-à-vis des défis qu'appelle cette bande-là. Merci. Président Sall et Président Fabius, peut-être vous voulez dire un mot sur cette question. Oui, je voudrais remercier mon compatriote pour cette contribution. L'Afrique est dans le monde, donc nous partageons les défis, et si nous réussissons à avoir un pacte mondial, le problème serait réglé en même temps pour l'Afrique et pour les pays qui subissent en effet les dégradations de l'environnement liées à l'activité minière ou pétrolière, etc. Deuxièmement, je voudrais dire que moi je suis partisan du dialogue et de la concertation. Je pense que la meilleure façon de perdre définitivement les 5 qui n'ont pas voté, c'est de continuer à les caractériser de somnambules, c'est vrai. Mais il faut un dialogue direct et ouvert vis-à-vis de ces États, bien sûr en passant par tous les autres segments de la société dans ces différents pays. Mais il faut y aller par le dialogue, la persuasion, tout en continuant d'un pas ferme n'est-ce pas, notre chemin vers un pacte mondial dans des délais tout à fait raisonnables, puisque nous avons pris conscience que nous ne pouvons pas ne pas agir, mais je pense qu'avec un contact plus suivi, avec un dialogue ferme et sincère, peut-être que je suis naïf, hein, peut-être qu'on arrivera à faire bouger, peut-être pas tous, mais au moins certains pourront suivre la marche. Donc je pense qu'il faut continuer le dialogue avec ces pays qui, malgré tout, ont donné des positions aujourd'hui négatives. Mais il ne faut pas désespérer qu'ils puissent revenir parce qu'ils n'ont pas le choix.
en vérité, de ne pas aller dans le droit chemin qui est celui aujourd'hui de marcher vers le pacte mondial et de défendre l'environnement et notre planète. Merci. Madame, s'il vous plaît. Thank you very much. My name is Nasi Fofana. I am the Deputy Chair and Leader of the Unity Party from Sierra Leone. This is to President Macky Sall. You are a women's rights champion and, of course, an environmentalist. And I'm really pleased that my sister is sitting next to you. So my question is, the African Union is 100% male-led with no female executive president in the continent. How does this impact the conversation on climate change at the heads of state level and the impact on women in particular? Oui, merci beaucoup, chère sœur. Alors, l'Union africaine a quand même fait des efforts dans la représentation au sein de la Commission. C'est l'un des rares organismes internationaux qui exige la parité pour les commissaires de l'Union. Donc, sur les 10, 5 sont femmes, les 5 sont hommes. Ça, c'est au niveau de la Commission. Maintenant, le choix, l'élection d'une femme président de la République ne peut pas être une affaire d'organisme. Hein. Ça, c'est au pays, au peuple de régler ça. Mais je crois qu'avec les politiques incitatives qui sont en cours, avec la progression du rôle des femmes dans les différents pays, déjà nous avons connu par le passé, nous avons eu 2 femmes présidents de la République, au Libéria, ensuite au Malawi, c'était un intérim, et récemment, nous avons la présidente de l'Éthiopie, même si elle n'est pas exécutive, c'est quand même un symbole important. Maintenant, c'est une évolution. Je crois que même les grandes démocraties comme en France, je n'ai pas de souvenance qu'il y ait une femme présidente de la République en France. On a failli l'avoir en 2000. Pas cette dernière, mais je pense 2007 avec Ségolène Royal. Mais voilà, c'est un processus. Les États-Unis aussi ont raté l'occasion, donc ce n'est pas simple. Mais je reste convaincu qu'avec les évolutions du monde, ben, ça va être bientôt le cas, y compris en Afrique. Ms. Hindu Ibrahim, why is gender equality particularly important when it comes to the fight against climate change? I think I cannot move without responding to these questions. Je crois que quand on parle des femmes dans le pouvoir, ce n'est pas seulement pour être présidente, mais c'est pour participer à des prises de décision qui la concernent. Si on parle du changement climatique, la femme est en première ligne. Dans ma communauté, c'est ce qu'on vit. La femme, elle s'élève en première, elle dort en dernière. Elle s'assure que tout le monde a mangé avant de manger le reste ou de se sacrifier pour eux. C'est elle qui traite le bœuf. Donc, elle connaît les quantités de lait qu'elle a. S'il est suffisant pour partager à la famille, qui elle doit donner en priorité, ou bien elle va les vendre pour obtenir quelques ressources financières. Donc, elle est en première ligne des impacts du changement climatique, même si sur l'effet du bois, sur l'eau, dans l'exemple standard qu'on a. Mais plus que ça, quand les hommes ils partent, les migrants environnementaux, la plupart, c'est des hommes, peut-être à 99%. Les femmes, elles restent derrière pour s'occuper des enfants et des personnes âgées. Mais en restant, elles sont innovantes, elles détiennent des solutions, elles créent des solutions. Dans ma communauté, c'est les femmes qui connaissent la médecine traditionnelle. Quelle herbe qui soigne quoi? Parce qu'on n'a pas de l'hôpital. C'est la femme qui transmet les connaissances et savoirs traditionnels. Parce que c'est elle qui éduque et la petite fille et les petits garçons pour mieux comprendre et protéger son environnement, mais planifier aussi sa vie. Donc, elle est la pilière qui est restée en arrière-plan. Quand on vient pour des processus de consultation, c'est vrai, la plupart, il n'y a que des hommes. Pourquoi elle n'est pas là? Tandis qu'elle a les problèmes, mais elle est aussi innovatrice pour des solutions. C'est là où, en Afrique et au-delà de l'Afrique, on a besoin de créer l'espace d'une manière naturelle pour les femmes. On n'a pas besoin de parler de quotas. Maintenant, on va avoir au moins 50% des femmes, ou bien au moins 30%. Mais qui a dit au moins 30% des hommes?
Ben, c'est écrit où? Nulle part. Pourquoi écrire des quotas pour les femmes? Donc ça devrait être naturel. On est des solutions, on doit être là. Si on vient pour les politiques, il y a des femmes qui sont bien éduquées. Elles peuvent assurer les rôles que les hommes jouent. Mais si elles n'ont pas eu cette chance, comment elles peuvent le faire? Elles ne pourront pas. On a vu l'exemple du Rwanda récemment, qui est excellent. Mais les autres pays aussi peuvent le faire, parce que les femmes sont là. Et pour en finir, je vais vous donner un exemple concret de comment faire participer tout le monde, même si c'est des sociétés culturellement enfermées sur les femmes. Nous, on a utilisé la cartographie participative à 3 dimensions. C'est un outil qui permet de figurer les ressources naturelles, les connaissances traditionnelles, et chez nous, les femmes sont toujours derrière. Mais quand on a appelé les femmes, venez regarder ce que les hommes ont fait. Et l'on commençait à dire, ça c'est pas là où il y a l'eau. Ça, c'est là où on prenait la plante traditionnelle. Non, ça c'était le couloir de transhumance de l'année 2010, mais maintenant on utilise ça. Et on a dit aux hommes, qu'est-ce que vous en pensez de ce que l'on dit? Ils sont tous, yes, oui, elles ont raison, elles ont raison. Alors, c'est d'une manière participative qu'on peut avoir la vérité et les solutions. Et les femmes sont au cœur de tout, on doit les promouvoir, on doit leur donner la chance, mais on doit les laisser nous éduquer et éduquer la génération future. Next question. Je voudrais poser une petite question à M. Laurent Fabius. Moi, je crois que l'accord de Paris tel qu'il avait été signé devait être comme impact mondial, un accord de référence qui avait été signé et que toutes les nations devaient s'en référer. Donc, quand nous parlons du pacte mondial de l'environnement, aujourd'hui, je crois que ça devait être comme quelque chose qui devait intégrer l'accord de Paris, qui, à mon avis, devait être un accord environnemental et climatique. Donc, le pacte environnemental que nous parlons aujourd'hui devrait intégrer l'accord de Paris, qui est un accord de référence et qui est une rencontre historique. Donc, ça ne devait pas s'offrir des soucis quelconques. La deuxième préoccupation, nous suivons les débats qui se passent sur le plan environnemental, climatique, des solutions qui sont cherchées ici et là et que, à mon avis, je pense que sont des solutions secondaires où chaque pays devra chercher à observer des mesures quelconques pour protéger l'environnement mondial, pour sauver le climat mondial. Donc, à mon avis, ce sont des solutions secondaires. Mais les solutions primordiales que nous devrions tous nous préoccuper, le plus urgent et vite, ce serait réfléchir comment protéger l'Amazonie qui est établie comme la première réserve du monde. Comment protéger le bassin du Congo et qui est élu au patrimoine mondial de l'humanité comme deuxième réserve du monde. Donc, ça, ce seraient les premières solutions urgentes et immédiates. Parce que nous soyons en Asie, en Amérique, en Afrique, partout ailleurs, le bassin du Congo produit 60% du carbone qui stabilise le climat mondial. Donc nous pouvons dire que s'il n'y a pas le bassin du Congo, peut-être que le monde entier ne fera plus 10 ans. Donc ça, ce seraient les solutions urgentes et immédiates
que nous devons tous nous préoccuper sur le plan mondial. Et puis, je voudrais terminer par une dernière préoccupation. Nous suivons tout ce qui se passe sur le plan international, notamment les incendies en Californie. Mais quelles sont les solutions que nous pouvons sur le plan international trouver? Nous avons suivi ce qui s'est passé récemment en France, les inondations. Nous avons suivi ce qui s'est passé, le séisme en Indonésie. C'est pourquoi, en tant que chercheur, j'ai parlé des bombes naturelles. Des bombes, ça, ce sont des bombes naturelles. Hormis les bombes atomiques, les bombes nucléaires que les dirigeants des États peuvent se retrouver pour négocier la non-utilisation. Mais il y a les bombes naturelles que nous n'avons pas de maîtrise. Et la seule maîtrise, ce serait la prise de conscience urgente et immédiate. J'en ai terminé. Merci. Oui, je peux répondre à une partie, en tout cas, de vos questions. Étant observé, je pense que c'est la même chose pour tous mes collègues, que, bien sûr, ce qui est très important, c'est de s'attaquer aux situations concrètes. Vous avez cité l'Amazonie, vous avez cité le bassin du Congo, on pourrait citer d'autres éléments, et une action efficace passe par là. Maintenant, la première de vos questions, c'était, mais est-ce que l'accord de Paris n'est pas ce pacte mondial dont vous parlez? Non. L'accord de Paris, il est très important, très positif, mais, et en le président, je disais déjà les mais. D'abord, il ne concerne que le climat. Alors, le climat, c'est très important, mais ce n'est pas la totalité des questions d'environnement. Et encore, dans le climat, y a-t-il des aspects qui ne sont pas touchés directement par l'accord de Paris? Le trafic des avions, le trafic des bateaux, les problèmes océaniques, etc. On ne pouvait pas tout traiter. N'est pas directement abordé par l'accord de Paris. Donc ça, c'est une première limite. Il concerne, c'était son objectif, la lutte contre, je préfère dire le dérèglement climatique que le réchauffement climatique, parce que, en fait, c'est pas partout un réchauffement, c'est surtout un dérèglement des mécanismes. Donc, il concerne cela, qui est essentiel, mais il ne concerne pas la totalité des questions d'environnement. Or, on a besoin de principes qui concernent tous les chapitres de l'environnement, et c'est le cas du pacte mondial. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que je ne vais pas m'enfermer dans une discussion juridique, mais l'accord de Paris, qui a une influence considérable, pour autant n'est pas juridiquement contraignant. Hein? En bon français, on dirait qu'il n'a pas legal force. Bon, il est très important parce qu'il a été adopté par tous les pays du monde. Il est très important parce qu'il y a une pression des uns et des autres, y compris des populations, en disant mais il y a l'accord de Paris, il faut que vous le respectiez. Mais jusqu'à présent, ça va peut-être changer. Il ne peut pas y avoir d'action devant un tribunal en disant eh ben voilà, moi je suis dans telle situation, l'accord de Paris prévoit cela, vous ne le respectez pas et je vous poursuis devant le tribunal. Ça peut changer, ça peut changer. Et il y a des évolutions, notamment en Amérique latine, qui vont dans ce sens. Mais au sens propre, il n'a pas la legal value que ce texte, pacte mondial, aurait. Troisième élément, et je m'arrête là, l'accord de Paris, il est essentiel, mais il a besoin qu'on précise un certain nombre de ces dispositions. C'est la raison pour laquelle, d'ici quelques jours, il va y avoir une nouvelle COP, la COP 24, qui a lieu en Pologne, à Katowice, qui va non pas renégocier l'accord de Paris, ce serait une folie, mais préciser un certain nombre de points d'application. Par exemple, dans l'accord de Paris, nous avons dit, il faut que périodiquement, il y ait un reporting sur ce que font les différents États. Bon, mais comment on fait le reporting? Quelles sont les exigences? Par exemple, l'accord de Paris dit, et il a tout à fait raison, il réaffirme ce qui avait été décidé à Copenhague, il faut un certain nombre de milliards de dollars chaque année des pays riches à l'égard des pays en développement.
comment on fait, puisque pour le moment, ces hommes ne sont pas là. Donc, je me résume. L'accord de Paris est essentiel, mais, 1, il ne concerne que le climat, même si c'est déjà important. 2, il n'a pas de valeur juridique d'un traité international. 3, il a besoin d'être précisé sur un certain nombre de points. Et le pacte mondial va donc aider non seulement l'accord de Paris, mais beaucoup d'autres accords, puisqu'il y a à peu près 500 conventions sectorielles, moins importantes que l'accord de Paris, mais qui tout de même existent, en donnant des principes transversaux qui vont permettre à la fois de combler les manques qui existent et de donner une espèce d'interprétation générale utilisable par la population et par les États en matière d'environnement. Voilà la distinction entre les deux. On the other question, how do we take action to protect specific land and possibly take precedence over the sovereignty of certain states? Who wants to answer this question? President Alvaro Quesada, do you have an opinion? Well, that's a hot debate currently, specifically in Latin America. I want to give an example of our own. During my election, and it's from another field, but it ends up being relevant for this topic. One of the things in debate in Costa Rica during the recent election was my opponent was proposing to take Costa Rica out of the Latin America or the Inter-American Human Rights Court because of the ruling on egalitarian marriage. So they say, okay, we're leaving the court because we don't like that, because they say it's against our sovereignty. And part important of the election was based on that topic related to sovereignty in front of a pact, that larger pact that regionally bound us in front of those rights. Well, the other thesis, our thesis, won the election in that case, and we remain in the court. And it was quite significant because it was the 40th anniversary of the La Corte Inter-American Human Rights Court that is based in San Jose, Costa Rica. So that debate now translates in the case of the case you mentioned in Amazonia, and it's one of the huge challenges we got in front of us as a region and in the world as a debate. Because even though it seems that the new government in Brazil has positions on that topic, there's also grassroots organization in Brazil organizing themselves. There are other countries with voice, and we need to do something similar to what had just happened yesterday here. We know we are confronted with difficult times. There's no consensus, but then we need to raise our voices for these things that for us are important in the terms of, in this case, climate change and the environment. In my view, we need to keep showing examples of what is working. We need to keep inspiring people. We need to work with a lot of courage, with a lot of heart, with a lot of intelligence, because this is also linked with the global polarization, with the nationalisms, with other isms that are having some impact regionally. So what the specific answer is, that's yet to come. But we need to work together. We need to keep moving forward. We need to be thriving. Thank you. Another question and then another one here. First, and please stand up. Thank you. I'm Vicky Ngari Wilson. So I work with Indigenous communities and marginalized youth to skill them for the fashion industry, because fashion and creativity is what I'm using to drive this message. Forgive me, we're talking so much about urgency, but I just feel there's so much process involved. If we are needing to speak to the next generation, why are we not speaking in their language in education in schools right now? They are entrepreneurs like myself who are doing things for climate change. We need to speak holistically to them. Can banks be more holistic, because there isn't that much time to go through processes?
Pierre Heilbronn. Merci beaucoup. Je répondrai en français. En fait, venant d'un animal qui est une organisation intergouvernementale et en même temps en contact quotidien et sur le terrain avec ces forces qui font tant et souvent hors de la vue de leur gouvernement ou de leur gouvernement réuni dans les organisations internationales, je comprends très bien cette tension, parce que c'est la tension en fait d'une gouvernance qui est intergouvernementale et qui est quelquefois très éloignée du terrain et des expériences que nous vivons. Je crois qu'un des éléments très importants pour réaliser ce trait d'union, c'est d'abord le débat au sein de chacun des pays et le rôle de la société civile est vraiment très important. Je crois que aussi, au-delà des discussions extrêmement importantes, très techniques sur l'alignement, sur l'accord de Paris, sur ce qu'on appelle la taxonomie, sur des éléments qui sont importants puisqu'il s'agit de déployer le même langage à un niveau international. Ce qui est très important, c'est évidemment ce qui a été indiqué plus tôt, c'est-à-dire la pression locale et la pression politique, enfin qui prend in fine un tour politique quand elle est portée par des organisations gouvernementales, par des entreprises. Donc je crois que c'est le trait d'union entre cette discussion qui est quelquefois un peu éthérée, quelquefois extrêmement frustrante parce qu'elle est extrêmement longue au niveau international, et la réalité également au sein de chacun des membres de ces organisations internationales. Et c'est pour ça que pour un forum qui est dédié ou qui a l'ambition de raviver le multilatéralisme, c'est sans doute également ce travail qui part de la base qui doit être au centre des réflexions. Thank you. We'll take one last question from the audience. Hi, I'm Sarah. I'm from Saxon Consultants. My question is for President Macky Sall. I was wondering, when it comes to environmental pollution, combating it, what do you think is hindering African continent when it comes to combating it? Do you think it's more of lack of unity among the president, the African president, or lack of having similar vision, or do you think it's more of the external not supporting Africa to achieve this goal? Thank you. Merci beaucoup. Merci, madame. Il y a des engagements très forts, peut-être à des niveaux différenciés selon les pays, sur la lutte contre la pollution. Bien sûr, il s'agit déjà de voir de quelle pollution il s'agit, puisque vous avez la pollution chimique qu'on voit notamment dans les zones d'orpaillage, des zones minières où l'utilisation de certains métaux, de certains produits comme le mercure, le cyanure pollue les nappes. Il y a des pays qui, dans le cadre du respect de la Convention de Minamata, agissent véritablement malgré les difficultés, puisque les milieux d'orpaillage sont par définition des milieux déréglés, très difficiles à réguler. Il y a également la lutte contre d'autres formes de pollution. Par exemple, le plastique aujourd'hui en mer est devenu un fléau mondial contre lequel nous devons agir, sinon dans quelques années, il y a presque autant de plastique en mer que de poissons. Il est urgent d'arrêter l'utilisation du plastique un peu partout. Il y a des législations, le Sénégal en a fait une également, c'est assez difficile dans l'application, mais on va y arriver, de faire en sorte que le plastique, pour le faible grammage, puisse être totalement interdit et qu'il soit remplacé par du papier ou des supports, en tout cas biodégradables. Je ne peux pas donner une réponse globale, puisque c'est en fonction des pays, de la prise de conscience, de la volonté, que naturellement on arrive à plus ou moins bâtir des politiques efficaces contre la pollution, contre la déforestation par exemple, où en ce moment nous menons une guerre sans merci en Casamance contre ce fléau qui a participé en tout cas à une accélération dans la déforestation. Aujourd'hui, les résultats sont assez encourageants, mais nous avons encore des reliques dans la politique de déforestation, enfin dans les activités de déforestation.
Aujourd'hui, globalement, de par l'action globale des organisations, de la société civile, des acteurs non étatiques et des États, on arrivera progressivement à, je pense, une prise de conscience collective qui mettra les gouvernements devant leurs responsabilités. Nous avons, par exemple, en 2016, mis au niveau de la Constitution, et ça a été voté dans le cadre d'un référendum, adopté à plus de 63%, que les populations ont droit à un environnement sain, dans la Constitution. Ce qui fait obligation au gouvernement de veiller sur certaines politiques et qui lui fait obligation aussi de précéder par des études d'impact environnemental de tout projet, quel qu'il soit. C'est devenu une obligation pour l'État. Évidemment, parfois, ça retarde un peu les projets. On essaie aussi de doter les services des ressources naturelles, des ressources matérielles, leur permettant de répondre à ces obligations. Mais c'est déjà un pas. Lorsque le citoyen a conscience qu'il peut saisir le tribunal, puisque la Constitution lui donne le droit d'avoir un environnement sain, je pense que c'est quand même un pas extrêmement important dans la prise de conscience des risques sur l'environnement et de la nécessité pour la communauté et au premier chef pour l'État de veiller à l'environnement des citoyens. Thank you. Thank you, President Macky Sall. I'm sorry, time is running out. It's now the end of this panel discussion. Thank you very much for following. Of course, we look forward to seeing and looking at new development for this global pact for the environment. Thank you very much, President Fabius. Thank you, President Macky Sall. Thank you, President Alvarado Quesada. Thank you, Ms. Ibrahim, and thank you as well, Mr. Albron. Thank you for taking part in this panel discussion, and thank you all.